1300 emplois seront supprimés avant fin juin 2019. C'est ce qu'a annoncé ce matin la Fédération calédonienne du BTP. Aujourd'hui, le secteur BTP compte environ 6500 salariés, soit 2000 emplois de moins qu'il y a 10 ans. Sur cette période, la commande publique était boostée par les Jeux du Pacifique, la construction du Medipôle, l'agrandissement et l'aménagement de l'aéroport de Tantouta ou encore le développement de la ZAC, zone d'aménagement concerté de Dembéa-sur-Mer. En 2019, le niveau des commandes publiques est loin d'être le même. La Fédération calédonienne du BTP compte sur les pouvoirs publics pour relancer certains projets mis selon elle dans des cartons. Des projets tels que la 2x2 voies Nouméa Tantouta et aussi pour faciliter l'acquisition en foncier, notamment aux bailleurs sociaux. Dans un contexte de restrictions budgétaires, le gouvernement germain a récemment annoncé une enveloppe de 62 milliards de nos francs de commandes publiques dès 2019. La Fédération calédonienne de BTP parle, elle, de seulement 6 milliards de francs en termes de lancement de chantier en 2019. Donc Liwanda en gouvernante. Liwanda, dans tes équipes, qui tu prends en femme de chambre? Là, on est combien aujourd'hui? 2, 4, on a dit 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on peut faire des petites équipes. Elisabeth, Marie-Claire en femme de ménage, en femme de chambre. Gouvernante, femme de chambre ou encore réceptionniste, ce sont ces postes-là que Liwanda et ses camarades vont diriger aujourd'hui. Ces jeunes femmes ont intégré en début d'année la formation continue à initiative locale, option métier de l'hôtellerie. Comme chaque matin, avec Stéphane, leur formateur, elles s'exercent à différents profils d'hôtellerie. Pour Liwanda, c'est une découverte intéressante. Alors moi j'ai choisi la FCIL, déjà c'était pour changer de branche, voir un peu les métiers de l'hôtellerie, parce que moi j'ai eu un bac compta. Et c'est tranquille, on fait un peu de technique, de communication surtout, parce que voilà, c'est surtout pour travailler notre langage. Dans ce cursus, les élèves sont considérés comme des professionnels pour les préparer au monde du travail. Le choix de l'hôtellerie s'est fait à partir d'un constat. Stéphane, ancien directeur d'hôtel, avait déjà une idée du besoin des structures hôtelières du pays. On a choisi un groupe hôtelier qui est le groupe hôtelier du nord de la Nouvelle-Calédonie, en leur proposant de répondre à leurs attentes, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pouvez avoir besoin dans vos hôtels à l'heure d'aujourd'hui qui vous manque et qu'est-ce qu'on pourrait vous apporter nous en tant qu'enseignants. On tient à être vraiment au plus près du terrain, et c'est-à-dire à les former, qu'elles soient opérationnelles, on peut dire dès demain si un hôtelier a besoin d'une personne pour compléter son équipe. Bienvenue au Riva Lodge. Voilà, ça c'est la chambre. Très joli. Vous avez un armoire. Le Riva Lodge est la chambre d'application dédiée à la FCIL. Les élèves ont eu l'occasion de la faire visiter lors de leur journée porte ouverte. Ce plateau technique, qui fonctionne comme une chambre d'hôtel, peut accueillir 3 personnes. Géré par les élèves mêmes, le Riva Lodge est un bel outil pour perfectionner leur apprentissage. Donc là, elles ont droit encore un petit peu à, entre guillemets, faire des erreurs ou du moins apprendre, mais le but c'est que demain, quand elles arrivent dans un hôtel, elles savent comment un lit se fait, comment est-ce qu'on nettoie une salle de bain, comment est-ce qu'on accueille un client, comment est-ce que l'on fait son départ, donc sa facturation. La FCIL option métier de l'hôtellerie durera 1 an, avec à la clé un contrat d'embauche dans un des établissements hôteliers du pays. Aujourd'hui, plus de 80% de notre électricité est encore produite à partir de charbon ou de fioul. Mais la part des énergies renouvelables dans cette production d'électricité est en hausse. Elle était en 2018 de 17%. On y retrouve donc le solaire, l'éolien et les barrages hydrauliques. Même si on est encore loin d'atteindre l'objectif des 100% d'énergie renouvelable pour produire l'électricité de la distribution publique en 2030, on peut noter l'évolution positive de la part du verre dans cette production électrique, en particulier dans le solaire. La part du solaire dans la production d'électricité calédonienne passe de 1% en 2017 à 6% en 2018. Le photovoltaïque, qui voit un développement et une concurrence active depuis les facilités tarifaires et fiscales concernant les équipements dédiés. Ceci s'illustre enfin dans l'autoconsommation, car les entreprises, et encore plus chez les particuliers, se mettent à produire eux-mêmes une partie de leur électricité.
4 gigawatts en 2017 contre 9 gigawatts en 2018. 9 gigawatts, c'est l'équivalent de la production annuelle de la plus grande centrale solaire du pays. Fruits de la passion, fruits de la passion. Fruits des palétuviers, des mangroves. Vous en voyez? Vous les voyez? Non. Sinon, non, on les voit. Vert, marron. C'est pour ça qu'on les voit pas bien. Facile après. Avance un peu, s'il te plaît, Xavier. Vers là? Ah oui, c'est les petites cosses comme la vanille. Ouais, c'est cela. Ah, Bravo. ah yeah. Le fruit du palétuvier, c'est la grande découverte du jour. Laurence et ses amis qui viennent de Bordeaux sont ravis de cette visite guidée dans la mangrove de Wegwa. Grandiose. C'est magnifique. J'ai jamais vu une aussi belle mangrove, aussi grande, très étendue. C'est magnifique. Et fournie avec. Puis la première fois qu'on voit le fruit de la mangrove, c'est une première. C'est une première. Randonnée sur l'île aux Pam, démonstration de fabrication de radeaux traditionnels était aussi au programme. Mais ce qui a le plus plu, c'est la dégustation avec à l'honneur un produit phare de la région, le cerf. En brochette, en saucisson ou en salade, les passagers du Lapérouse se sont fait plaisir. Alors on va goûter la salade de cerf. C'est pour les grandes personnes. Non, ici c'est interdit de chasser. Mais il n'y a pas d'interdit quoi. Il passe au-dessus. Alors ça c'est super parce que c'est un peu du salé sucré. C'est ça. Tout à fait. Ah, c'est vrai. Hein. Cette première expérience sur Wegwa a été un grand succès, aussi bien pour la compagnie que pour l'association Tarap. Alors on a choisi Wegwa pour son caractère insolite, unique. Voilà, et puis à la rencontre aussi des lieux un peu isolés qui nous permettent de retrouver le côté vraiment le plus authentique de la Nouvelle-Calédonie. Voilà ce qu'on est venu rechercher ici. Et donc on est ravis. Clairement, on reviendra si vous le voulez bien. Par la suite, comme on a discuté ce matin avec les coutumiers, on espère que ce genre de toucher avec peu de passagers puisse perdurer à l'avenir. Wegwa pourrait devenir une escale authentique et incontournable pour le tourisme de croisière. La commune devrait accueillir 5 à 6 touchés par an, de quoi rebooster le tourisme du Grand Nord. Donc ça, c'est la tension que tu as prise ce matin? Ça c'est hier. En fait, ce matin, quand il s'est levé, il a pris son poids et sa tension. Il les a notés dans le cahier. Et le soir, il enregistre ses données dans la machine. Donc, la dialyse péritonéale par rapport à l'hémodialyse, donc il n'y a pas les piqûres. Par contre, le patient porte un cathéter dans le ventre. Après 15 jours de formation à l'ATIR, Pierre maîtrise le fonctionnement de ce cycleur. Grâce au cathéter permanent fixé sur son abdomen, l'appareil introduit un liquide de dialyse qui permet d'éliminer les déchets et l'eau en excès dans le sang. Jusqu'à présent, ça fait quand même de nombreuses années qu'on utilise cette machine, mais elle n'était pas connectée. Mais c'était la même, sauf que les infirmiers étaient obligés de se déplacer plus souvent pour avoir les données et savoir comment allait le patient, puisqu'on ne pouvait pas le savoir à distance. Donc c'est ça le changement qui est assez récent. Cet appareil a considérablement amélioré le quotidien de Pierre. Il retrouve une certaine forme d'autonomie et lui permet de retrouver une vie à peu près normale. Là, c'est pas comme les mondialistes. Quand il met mondialiste, il dort. Celui-là, oui. Mais celui-là, qui balade. Ah, oui. Là, c'est un peu comme ça. Quand avant, j'étais en bas. Mais je branchais, me baladais, faire ma cuisine, manger. Oui, là, c'est tous les jours, mais c'est à la maison. Tu peux quand même faire des activités. Alors que l'hémodialyse, donc c'est 3 fois par semaine dans les centres de dialyse et 4 ou 5 heures de traitement, plus l'attente des ambulances, etc. C'est vrai que ça prend quand même beaucoup de temps sur la journée. Mais ce dispositif ne peut être proposé à tous les insuffisants rénaux. Des conditions bien précises doivent être prises en compte. Si malheureusement il vient voir le médecin au moment où l'insuffisance rénale est à un stade très terminal et que le patient est très très fatigué, on ne pourra pas utiliser cette technique, en tout cas au départ. On sera obligé d'utiliser l'hémodialyse en urgence
parce qu'il s'agira de sauver le patient. Après, par la suite, selon les antécédents médicaux du patient et son état de santé, ce type et son domicile aussi, hein, parce qu'il faut avoir l'électricité, Internet pour avoir le générateur connecté. Bon, il y a quand même des conditions à réunir, médicales et d'un point de vue logistique, la maison. Et si c'est possible, bien entendu, les patients peuvent accéder à cette technique. Je suis au foyer depuis seconde, ça va faire 2 ans là. 3 ans cette année en fait. Et puis ici c'est ma chambre, je suis avec une fille de Pointe-Zimier qui est au lycée à Docamo. Et on a chacun notre bureau et moi je dors là et ma copine elle dort en dessous. On a chacun notre armoire et puis voilà. Ça apporte plus aux filles quoi, Jeanne d'Albret, parce que c'est mieux cadré. Comment on dit, les horaires c'est fixe, hein, tout ça. Du coup tu peux pas faire des bêtises sur les côtés, tout ça. Tu dois rentrer à l'heure. Puis ils sont toujours derrière nous, tout ça, pour les notes. Si tout se passe bien, Naomi devrait décrocher son bac en fin d'année. Mais si son foyer ferme en décembre, elle pense surtout à ses petites sœurs de Jeanne d'Albret en classe de seconde et première. Ça va être une grosse perte, puisque les filles qui sont en seconde et puis qui sont juste là dans les lycées, dans les alentours, quoi. Mais ça va être dur pour eux, même si c'est pour ceux qui sont en brousse en fait, ça apporte la facilité pour eux, pour aller au lycée, tout ça. Puis de rentrer plutôt que de marcher des longues distances pour aller dans les foyers qui sont bien loin, quoi. Le conseil d'administration et le personnel continuent de se battre pour trouver une solution pérenne. Ces derniers avaient déjà tiré la sonnette d'alarme l'année dernière lorsque la subvention de 10 millions de la province sud lui était incertaine. Pour fonctionner correctement, cette maison d'éducation pour jeunes filles nécessite un budget de 25 millions de nos francs, une somme loin d'être colossale pour cette membre du conseil d'administration, mais aussi ancienne élève de Jeanne d'Albret. Non, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Vous savez, quand on entend que la ministre de l'Éducation justifie les 60 millions qu'elle donne à l'école James Cook, qui est quand même une école, on va dire, de gens aisés, c'est une façon pour nous, enfin, je pense, c'est de donner encore plus à ceux qui en ont et de retirer à ceux qui n'en ont pas assez. Voilà, et ça, c'est au détriment de notre jeunesse. Hein. En période électorale, l'avenir de cet outil d'éducation est donc incertain. La direction prépare tout de même son personnel à un éventuel licenciement et les élèves à d'autres solutions que cet institut fort de 90 ans de vie calédonienne. Les violences chez les jeunes, c'est le premier thème abordé dès le lancement des débats. Chacun partage leur expérience, comme ce principal des collèges qui, à la veille de la retraite, fait son bilan avec émotion. Je me suis donc mis à m'interroger sur mon parcours personnel, qui m'a amené en 2018 à prendre des positions bien différentes. À savoir, et si on arrêtait de lutter contre la violence et qu'on passait à la construction de la paix? Si on compare la violence à une rivière et que l'on tente de barrer la route à cette rivière, c'est ce que nous avons fait. Eh bien, on met un caillou, 2 cailloux, et puis on est une équipe d'éducateurs. Eh bien, on prend des cailloux, puis on y met. On en met là, on en met là. Et l'eau, elle continue à passer. Mais comment voulez-vous être dans la bienveillance quand vous êtes dans cette lutte quotidienne? Revoir la politique dans les écoles, un avis partagé par la jeune génération. Malheureusement, encore aujourd'hui, on favorise beaucoup la compétition et non pas la coopération. Et au long de ces échanges autour des valeurs, survient une question. Bon, il y a cette journée de la citoyenneté aujourd'hui, mais qu'est-ce qui se fait le 24 septembre à Dambéa? C'est intéressant de nous poser la question parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il ne se passe pas grand-chose le 24 septembre, mais aujourd'hui, on est aussi en train de construire nos actions citoyennes à Dambéa, parce que ça pourrait être des actions très simples. Hein, on réunit l'ensemble des communautés
et puis on passe, on fait un repas ensemble, comme tout à l'heure c'était cité. Des actions de découverte de la culture de l'autre. Je crois que de toute manière, c'est vraiment dans ce sens que si des actions doivent être menées, elles devraient l'être. Une proposition reçue avec enthousiasme par le Conseil des jeunes qui s'est tout de suite proposé de faire un jardin sur Dimbéa où les récoltes seront réservées au 24 septembre. Suite à ce débat, il se pourrait donc qu'une fête pour le 24 septembre s'organise à Dimbéa. Je vais réfléchir effectivement avec l'ensemble des parties prenantes sur l'éventualité effectivement d'une action pour cette journée. Pour l'instant, il n'y a pas de date précise pour la prochaine journée citoyenne, mais la mairie de Dimbéa compte pérenniser ce rendez-vous.